Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames et messieurs, chers collègues, donc on s'est réunis aujourd'hui pour la soutenance de la thèse de M. Abdellah Mrimi, qui porte sur l'enseignement-apprentissage de la lecture à l'aune des neurosciences vers une adaptation didactique de la méthode syllabique dans le contexte scolaire marocain. Je suis heureuse de présider cette séance de la soutenance de notre collègue, M. Mrimi. J'apprends à la dernière minute que je suis présidente de cette commission. On commencera par donner la parole à M. Mrimi, donc pour nous présenter son travail. Donc, vous avez la parole, M. Mrimi, pour présenter votre travail. À vous la parole. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf mursalin. Madame la Présidente, Messieurs les membres du jury, mon directeur c'est Mohamed Atmani, bonjour. Donc avant de commencer la présentation, je dois faire quelques remerciements. Je dois tout d'abord remercier Madame la Présidente de m'avoir donné la parole. Je remercie également Mesdames, Messieurs les membres du jury, c'est Mourad, c'est Rachid d'avoir examiné le présent travail et l'évaluer. Et je remercie humblement Mohamed Atmani de m'avoir accompagné le long de cette recherche. Je le remercie pour sa disponibilité permanente, son engagement sérieux. Et j'espère que je serai à la hauteur, Inch'Allah. Et je remercie également l'assistance honorable d'aujourd'hui, ma famille, ma petite famille, ma femme et mes enfants, ma grande famille et mes chers collègues. Alors je commence la présentation. Ma recherche est intitulée « L'enseignement-apprentissage de la lecture à l'aune des neurosciences vers une adaptation didactique de la méthode syllabique dans le contexte scolaire marocain ». Alors, je présenterai selon le plan suivant. Je ferai une petite introduction, le contexte. Je lancerai par la suite la problématique, les questions et les hypothèses, la méthodologie, les résultats, la discussion et enfin la conclusion. Alors on sait tous que la lecture, de par sa fonction, occupe une place majeure dans les apprentissages. C'est la clé même des apprentissages. La maîtrise de la lecture est l'un des piliers fondamentaux du développement cognitif, social et éducatif des individus. Au Maroc, comme dans de nombreux pays, l'enseignement de la lecture représente un défi majeur, particulièrement lorsque la langue d'apprentissage est l'arabe. Donc, malgré les efforts considérables déployés par les enseignants et les responsables de l'éducation, le niveau de compétence en lecture des élèves marocains reste souvent inférieur aux attentes. Ce qui souligne la nécessité d'explorer de nouvelles approches éducatives fondées sur des bases scientifiques solides. Alors, quelques éléments du contexte. Je citerai le classement du Maroc à l'évaluation du PISA 2022. Le Maroc occupe le rang 79 parmi 81 pays. En Pearls 2021, situe le Maroc en bas de liste avec une moyenne de 372 points. Le Maroc se classe 56 sur 57 pays participants. C'est un peu alarmant. Le choix de l'arabe comme langue d'étude revêt un statut particulier compte tenu de sa place en tant que langue officielle et de son rôle central dans la lecture, dans la culture et la société marocaine. Vecteur essentiel de communication, une solide maîtrise de la lecture en arabe est essentielle à la réussite scolaire et professionnelle d'un individu. Alors, cependant, les méthodes traditionnelles, dites traditionnelles d'enseignement de la lecture en arabe présentent des déficiences qui compromettent l'efficacité de l'apprentissage. Alors, notre recherche visera comme objectif général, face à ces défis, cette recherche vise à intégrer les avancées récentes des neurosciences de l'apprentissage pour éclairer et améliorer les pratiques pédagogiques dans l'enseignement-apprentissage de la lecture en arabe. Alors, en identifiant les mécanismes cognitifs qui se tendent l'acquisition de la lecture et en mettant l'accent sur les processus qui interagissent avec les particularités linguistiques de l'arabe, cette étude cherche à développer des stratégies pédagogiques plus efficaces et mieux adaptées au contexte scolaire marocain. Alors,
cette visée, si vous voulez, a été déclinée en 3 sous-objectifs. Le premier objectif, s'interroger sur le degré de validité de la méthode syllabique dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage de la lecture en arabe. Donc cet objectif consiste à faire une évaluation de la pratique de la méthode syllabique dans le contexte scolaire marocain. Deuxième objectif, tirer profit des avancées des neurosciences pour opérer des adaptations à la méthode syllabique en tenant compte d'une part des particularités de la langue arabe et d'autre part de la dimension sociolinguistique du Maroc. Troisième objectif, mettre en place un dispositif d'enseignement de la lecture faisant référence à la neuroéducation et à la spécificité de la langue arabe et le tester sur une population d'élèves dans le contexte scolaire marocain. Alors, ces éléments du contexte nous ont poussé à forger cette problématique. Dans quelle mesure la méthode syllabique, recommandée par les neurosciences et préconisée pour l'enseignement de la lecture en arabe, prend-elle en compte les caractéristiques sociolinguistiques de l'élève marocain en première année primaire? Donc cette problématique a été déclinée en 3 questions, 3 grandes questions. La première question est une question d'ordre épistémologique. Donc on a voulu interroger le débat épistémologique qui existe entre les neurosciences et la psychologie, la psychopédagogie, pour, si vous voulez, se pencher sur les paradigmes, les modèles attestés par ces 2 courants. Donc comment la psychologie et les neurosciences expliquent-elles les mécanismes d'apprentissage de la lecture par la méthode syllabique? Deuxième question, dans quelle mesure la méthode syllabique préconisée par le curriculum se veut-elle pertinente pour l'enseignement et l'apprentissage de la lecture en arabe dans le contexte scolaire marocain? C'est une question qui cherche à interroger la pratique enseignante en ce qui concerne la méthode syllabique, donc à travers les représentations des enseignants et aussi leur pratique au sein de leur classe. Et la dernière question, quels sont les aspects d'un dispositif d'enseignement efficace de la lecture basé sur la méthode syllabique et s'aligne avec les caractéristiques sociolinguistiques de l'élève marocain en première année du primaire? Alors, à chaque question de la recherche correspond une hypothèse. Nous avons veillé à ce que les questions soient alignées avec les hypothèses. Donc la première hypothèse, psychologues et neuroscientifiques proposeraient des modèles différents pour mettre en avant une méthode propice à la lecture. Donc on a voulu, si vous voulez, faire une certaine corrélation entre chaque question et lier chaque question à chaque hypothèse. La deuxième hypothèse, des paramètres sociolinguistiques pourraient impacter l'enseignement et l'apprentissage de la lecture en arabe via la méthode syllabique. Troisième question, un dispositif d'enseignement de la lecture se basant sur la méthode syllabique et respectant les avancées des neurosciences et la spécificité sociolinguistique auraient un impact significatif sur l'amélioration des compétences en lecture des élèves marocains. Donc pour vérifier ces hypothèses, on a opté vers une méthodologie. Donc la présente étude adopte une recherche-action interdisciplinaire combinant des éléments des neurosciences cognitives, de linguistique appliquée et de psychologie pédagogique. Elle s'appuie ainsi sur une méthodologie mixte, quantitative et qualitative, qui s'inspire des revues de littérature, des études empiriques et de l'observation des pratiques. Donc il a fallu travailler sur des variables indépendantes et des variables dépendantes. Pour les variables indépendantes, sont basées sur les représentations des enseignants concernant la méthode syllabique ainsi que leur pratique en classe. Le taux de capacité de décodage, de compréhension des élèves sont estimés comme des variables qui dépendent d'une part d'aspects linguistiques et sociolinguistiques et d'autre part de la pratique pédagogique et des représentations des enseignants concernant la méthode syllabique. Donc on a travaillé dans une population de recherche. La population de recherche renferme les enseignants qui travaillent dans l'oriental, dans la région de l'oriental. Cette population est composée de 2 catégories représentant 2 pôles fondamentaux du triangle didactique, les enseignants et les apprenants. L'échantillon des apprenants, 60 élèves soumis au test EGRA, et
336 élèves à l'expérimentation appartenant à 12 écoles sur le territoire de la direction provinciale de Berkane. En fait, les écoles objets de l'étude et pour des raisons méthodologiques ont été soigneusement sélectionnées de manière à couvrir les 4 paramètres de recherche. Je rappelle les paramètres de recherche, ils sont au nombre de 4. Donc il y a tout d'abord le premier paramètre, la langue maternelle, on l'a considéré comme un paramètre déterminant. La non-préscolarisation et la préscolarisation, un paramètre. Donc le niveau socio-économique des parents. Et enfin, la quatrième paramètre, j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit? Privé. Ouais, privé public. Merci beaucoup, Rachid. Échantillon des enseignants. L'échantillon des enseignants est constitué de 130 professeurs de première année primaire exerçant à l'Académie de l'Oriental, dont le taux de représentativité est de 27%. Le choix de l'échantillon a été effectué de manière aléatoire. Donc pour ce faire, on a opté vers des techniques et des outils. 60 vidéos enregistrées filmant des enfants de 3e année en train de passer un test de maîtrise, de la fluidité et de compréhension, inspiré de l'évaluation internationale EGRA. Un questionnaire destiné aux enseignants de l'échantillon. Un scénario didactique destiné aux enseignants chargés de l'expérimentation. Des tests de positionnement, de vérification et d'évaluation. Analyse du contenu des documents officiels, je cite la charte, le livre blanc, le curriculum de 2021. Et enfin, entretien orienté réalisé auprès des responsables et des concepteurs du programme de lecture au Maroc. Maintenant, j'arrive aux résultats. Pour le premier résultat concernant, si vous voulez, les représentations pour la première question, je cite, le débat épistémologique entre sciences de l'éducation et neurosciences persiste encore et continue à émerger. Donc les psychologues tentent souvent à se concentrer sur les processus cognitifs et le développement des compétences de lecture, tandis que les neuroscientifiques examinent davantage les bases neuronales et les mécanismes biologiques sous-jacents à la lecture. Donc cette constatation est issue d'une analyse approfondie des approches théoriques et des méthodologies utilisées par ces deux disciplines dans leurs études et recherches sur la lecture. Donc enfin, on peut dire que l'étude a confirmé l'hypothèse selon laquelle la psychologie et les neurosciences adoptent des modèles différents pour envisager une méthode propice à l'apprentissage de la lecture. On peut affirmer qu'il y a une rupture entre les neurosciences et les sciences de l'éducation en termes d'explication et interprétation des modèles de lecture. Résultat numéro 2, analyse de la pratique pédagogique à travers le questionnaire. Donc l'enquête visait à recueillir des informations sur l'utilisation de la méthode syllabique dans l'enseignement de la lecture en arabe. Le questionnaire commence par des questions générales telles que la formation initiale, durée de l'enseignement, type d'établissement, l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, etc. Donc les 3 autres parties, les questions portent ensuite sur l'utilisation de la méthode syllabique, notamment si le répondant la connaît, s'il est satisfait de cette méthode pour enseigner la lecture et s'il la juge pertinente pour l'enseignement de lecture en arabe. Donc d'autres questions portent sur les raisons pour lesquelles les répondants n'utilisent pas la méthode syllabique, les problèmes auxquels ils sont confrontés lors de son utilisation et le volume horaire. Et puis enfin, les répondants ont la possibilité de faire des suggestions pour améliorer la pratique de la méthode syllabique. Alors maintenant, je présente une synthèse des confirmations des enseignants sous forme de 3 concessions. Donc, ce sont les attitudes et les directions des enseignants. La méthode syllabique contribue à favoriser la compréhension des élèves, mais son efficacité dépend de plusieurs facteurs, notamment la manière dont elle est mise en œuvre, les caractéristiques des élèves et le contexte d'enseignement. Une autre concession, la méthode syllabique seule
ne peut ne pas suffire à garantir une compréhension complète de la lecture. Il est également important d'offrir aux élèves la possibilité de pratiquer leur compréhension écrite, de poser des questions, de discuter du contenu et d'encourager l'analyse critique. De plus, les élèves peuvent bénéficier des différentes stratégies de lecture telles que la prédiction, l'anticipation, la clarification, la synthèse pour approfondir leur compréhension. Donc, pour surmonter ces problèmes, les enseignants proposent d'intégrer des activités et des contextes plus divers, incorporer les éléments de compréhension de mots et de textes et adopter l'approche en fonction des besoins individuels des élèves. Donc l'utilisation judicieuse d'aides visuelles, des TIA, des jeux d'activités interactives peut également contribuer à rendre les séances de lecture plus motivantes et efficaces. Donc maintenant, je passerai aux résultats, aux analyses des indices de performance de lecture selon les paramètres de l'étude, de l'expérimentation. Et je commence par la langue maternelle. Brassage entre amazirophone et arabophone en fluidité et en compréhension. D'après l'histogramme, le pourcentage de bons décodeurs est légèrement plus élevé chez les enfants amazirophones que chez les arabophones, tandis que le pourcentage de mauvais décodeurs est le même dans les deux groupes. Le pourcentage de bons compréhenseurs est également légèrement plus élevé chez les locuteurs arabophones que chez les amazirophones. Donc, et là, le niveau socio-économique, l'analyse de ces résultats concernant le niveau socio-économique, le paramètre du niveau socio-économique en fluidité, l'analyse de ces résultats montre que les enfants issus de familles à faible niveau socio-économique obtiennent de moins bons résultats que les élèves issus de familles à niveau socio-économique élevé. Concernant les moyennes et les écarts types obtenus, on a enregistré que les apprenants de la catégorie du niveau socio-économique élevé obtiennent une moyenne de presque 68, supérieure à la moyenne qui représente le seuil de la maîtrise. À noter que la maîtrise, la moyenne, le seuil de la maîtrise est de 47 mots, la lecture de 47 mots sur 76 mots, équivalente à 61,84%. Les apprenants de la catégorie de faible niveau socio-économique obtiennent une moyenne supérieure à la moyenne qui représente le seuil de maîtrise. Brassage des performances des enfants en termes de fluidité et de compréhension selon le niveau socio-économique. À partir des résultats recueillis, nous pouvons observer que le pourcentage de bons compréhenseurs est, comme celui de bons décodeurs, légèrement plus élevé chez les élèves issus du niveau socio-économique élevé que chez ceux issus du niveau socio-économique faible. Donc maintenant, le taux de performance en fluidité, en fluence ou bien fluidité, paramètre préscolaire. La préscolarisation est un paramètre aussi déterminant. Donc, l'analyse des résultats obtenus montre que les élèves qui n'ont pas bénéficié du préscolaire ont de moins bons résultats que ceux qui ont réussi à intégrer cette étape de cursus scolaire. Résultat des performances des enfants en compréhension selon le paramètre de préscolaire. Alors, l'analyse des résultats obtenus montre que les élèves qui n'ont pas bénéficié du préscolaire ont moins bons résultats que ceux qui ont réussi à intégrer cette étape du cursus. Donc, au niveau de la fluidité comme au niveau de la compréhension, les résultats des performances des enfants qui étaient préscolarisés donc, se montrent un peu plus élevés. Secteur privé et secteur public. L'analyse des résultats obtenus montre que les apprenants du secteur public ont de moins bons résultats que ceux fréquentant une école privée. Concernant les moyens et écarts types obtenus, on a enregistré que les élèves de la catégorie des élèves fréquentant une école privée obtiennent une moyenne de presque 82%, ce qui reste bien supérieur à la moyenne qui représente le seuil de maîtrise. Il est très supérieur. Donc, et les apprenants de la catégorie des apprenants du secteur public obtiennent une moyenne 62% et qui reste juste approché, si vous voulez, proche de la moyenne du seuil. Donc, résultat des performances des enfants en compréhension selon le paramètre école privée, école publique. Les tests des élèves fréquentant une école privée mettent en évidence des résultats avec des taux significatifs qui les placent clairement dans la catégorie maîtrise. La quasi-totalité des apprenants ont dépassé la moyenne de maîtrise. Donc, il s'avère
d'après l'analyse des résultats concernant l'impact des facteurs sociolinguistiques et socio-économiques, ainsi que les facteurs culturels, avait un effet significatif clair sur le niveau de la maîtrise de la lecture chez les enfants. Le résultat le plus signifiant, c'est à ce que les enfants amazigophones sont plus performants en fluidité que les enfants arabophones et moins performants en compréhension. Pour les autres paramètres, les résultats semblent très approchés. De là, il est légitime de confirmer la deuxième hypothèse de départ qui consiste à ce que l'environnement social et culturel de l'apprenant représente un paramètre déterminant dans la réussite de telle ou telle approche d'enseignement. Donc, la deuxième expérimentation, maintenant je vais essayer d'étaler les éléments méthodologiques de cette expérimentation, description des écoles participantes. L'objet de l'expérimentation est 12 groupes classes appartenant à 5 écoles. Le tableau suivant nous donne un aperçu des écoles soumises à l'expérimentation et de celles de groupes témoins. Donc 5 écoles, Ben Bessam, Aïcha Bint Chati, Imam Chatibi, Imam Ghazali sont des écoles à Berkane. Détail sur les groupes témoins. 2 groupes de classes de 2 écoles différentes ont été pris comme groupe témoin. Il s'agit de groupes appartenant à l'école Asma et à l'école Aïcha Bint Chati. Donc nous sommes assurés que les groupes témoins étaient dans les mêmes conditions que les groupes expérimentaux. Cela va dans le sens de neutraliser certaines variables comme l'environnement, la surpopulation, l'encombrement, la classe sociale des parents, etc. Les critères, l'évaluation de l'expérimentation consiste à ce que les élèves de l'échantillon passent un pré-test, puis les enseignants leur présenteront des cours scriptés, et là dans le sens de neutraliser le paramètre enseignant. Et la collecte de données a été réalisée manuellement après avoir administré les tests aux élèves. Les enseignants ont complété le tableau une première fois avec le pré-test, puis une deuxième fois avec le post-test. Donc pour la discussion de ces résultats, on a opté vers une discussion, si vous voulez, des résultats et les comparer de manière diachronique et synchronique. Diachronique au niveau, c'est-à-dire comparaison entre le post-test, le pré-test et le post-test, et synchronique, c'est-à-dire comparaison entre le groupe de témoins et le groupe d'expérimentation. Comparer les résultats du post-test en 2 groupes, comparer les résultats du pré-test dans les 2 groupes, comparer les résultats des 2 groupes et comparer les résultats du groupe expérimental en pré-test et post-test. Voici maintenant quelques résultats. Comparaison entre groupe témoin et groupe d'expérimentation en post-test et ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'arrivée. En fluidité de la lecture, le groupe expérimental présente une légère amélioration par rapport au groupe témoin, avec des pourcentages plus élevés pour les niveaux A, B. Cela signifie que la catégorie A du groupe, il est à noter que la catégorie A désigne les enfants qui atteignent le niveau de maîtrise. C, B qui sont en cours de maîtrise et la catégorie C, c'est une catégorie qui représente les enfants qui sont toujours en difficulté. Alors cela signifie que la catégorie A du groupe expérimental qui représente les apprenants ayant atteint le niveau de maîtrise de la fluidité a augmenté à 3 points et la catégorie B du même groupe a évolué de près de 13 points. Cela suggère que le groupe expérimental a bénéficié de la méthode pédagogique suivie ou de pratiques pédagogiques favorisant une lecture plus fluide. La catégorie C, qui représente les élèves éprouvant des difficultés de fluidité, reste restreinte dans le groupe expérimental. Au niveau de la compréhension explicite, les résultats montrent aussi une nette supériorité du groupe expérimental par rapport au groupe contrôle dans cette capacité. Le groupe expérimental affiche des pourcentages significativement plus élevés du groupe contrôle. Alors pour la compréhension implicite aussi, le groupe expérimental a également montré de meilleurs résultats que le groupe témoin, même si les différences étaient moins marquées qu'en compréhension explicite. Le groupe expérimental a des pourcentages plus élevés pour le niveau B et C, tandis que le groupe témoin a une proportion légèrement plus élevée pour le niveau A. Cela indique que les apprenants du groupe expérimental ont une meilleure capacité de compréhension implicitement des textes en petits paragraphes travaillés par rapport au groupe témoin. Les résultats suggèrent que le groupe expérimental bénéficie des méthodes pédagogiques plus efficaces ou adaptées, conduisant à une meilleure performance globale dans les compétences évaluées.
particulier, les résultats notables en compréhension explicite pourraient indiquer l'impact positif d'interventions pédagogiques spécifiques et de stratégies d'enseignement plus interactives et spécifiques. En fait, l'enseignement explicite de la lecture, suivant l'approche méthodologique proposée, pourrait avoir un impact positif sur les résultats scolaires des élèves. L'écart le plus significatif, les résultats des apprenants des groupes de l'expérimentation ont montré qu'un écart significatif a été enregistré positivement par rapport aux résultats des groupes témoins. Cela fait preuve que le dispositif conçu dans le sens d'adopter et améliorer la méthode syllabique tout en reposant sur la méthodologie de l'enseignement explicite aboutit à des résultats remarquables. Et par conséquent, la troisième hypothèse a été vérifiée et confirmée. Alors pour conclure, cette recherche offre des perspectives prometteuses pour améliorer l'enseignement de la lecture en arabe au Maroc, en adoptant une approche centrée sur l'apprenant, basée sur des preuves scientifiques et attentives au contexte spécifique. Nous pouvons œuvrer vers une éducation efficace et de qualité pour tous les apprenants marocains. En conclusion, cette étude souligne l'importance cruciale de repenser les pratiques d'enseignement de la lecture en arabe au Maroc, en intégrant les avancées des neurosciences, de l'apprentissage et en adoptant une approche syllabique adaptée. Nous pouvons surmonter les défis linguistiques et pédagogiques pour fournir aux apprenants marocains les compétences nécessaires pour réussir dans un monde complexe et accéléré. Merci pour votre attention et surtout pour votre patience. Merci beaucoup. Merci, cher candidat. Merci d'avoir d'abord respecté le temps qui vous est imparti. Merci aussi pour cette présentation qui a survolé les principaux axes de la recherche. Je rappelle que la thèse de M. Mrimi porte sur l'enseignement-apprentissage de la lecture allant des neurosciences vers une adaptation didactique de la méthode syllabique dans le contexte scolaire marocain. M. Mrimi vient d'affirmer tout à l'heure que le Maroc est classé 56e au niveau, ou bien selon les évaluations PIRLS 2021. Et moi, j'ajouterai que ces évaluations ou bien viennent d'affirmer que 59% des élèves ne maîtrisent pas le niveau minimum quant à la lecture, d'où l'utilité de la recherche sur la thématique de la lecture. Voilà, maintenant, je donnerai la parole au directeur de la thèse, M. Etmani. Donc, à vous la parole pour présenter le travail que vous avez encadré. Merci, Madame la Présidente. Salam alaikum. Donc, ravi de siéger encore une fois. C'est la 4e fois ce mois-ci. Donc, c'est un peu fatigant, c'est un peu épuisant. Mais ça fait plaisir de voir l'un de mes doctorants soutenir son travail et arriver au bout du chemin. Donc je commence d'abord par remercier mes chers collègues et amis pour avoir accepté et pris la peine d'évaluer un travail avec tout l'intérêt possible et d'assister à sa soutenance. Donc c'est Abdullah, félicitations. Enfin, ça fait quand même 6 ans, peut-être 8 ans, donc si l'on compte le master, donc ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Et puis je rappelle qu'on est encore amis et collègues d'études, on a étudié ensemble. Et ça fait plaisir de le voir aujourd'hui venir soutenir un travail de longue haleine avec beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance et effectivement. Donc, ça m'a fait énormément plaisir. Le fait de voir un travail bien structuré, mais aussi un speech clair et éclairant, très bien structuré, avec l'essentiel du travail, ça me rassure encore une fois. Et je pense que à travers ce parcours assez épineux, vous avez quand même su développer un certain nombre de compétences et de qualités qui vous seront sans doute très utiles pour la suite du travail. Alors, je ne prétends pas évaluer le travail, c'est ce que va être fait tout à l'heure par mes chers collègues, mais j'aimerais juste rappeler un certain nombre de points relatifs à la fois au doctorant, mais aussi au travail et à sa jeunesse. Alors, je commence par le candidat. Je rappelle
qu'il a eu son master en sciences du langage et ingénierie pédagogique. Et puis, il a rédigé beaucoup d'articles, il a fait beaucoup d'interventions dans le même sens. Pour ce qui est de son profil professionnel, enseignant, mais aussi inspecteur pédagogique, et donc je pense que l'essentiel de ces deux profils conjugués lui ont permis justement de s'aventurer dans un terrain miné, dans un champ très épineux, et notamment justement ce qui concerne la lecture. Et ce qui rend cette lecture problématique, c'est justement le classement du Maroc parmi les pays les moins performants, non seulement en termes de lecture déchiffrage, mais aussi en termes de lecture compréhension. Et je pense que les rapports nationaux et internationaux le prouvent chaque fois et le démontrent chaque fois. Et malgré toutes les réformes consécutives, on n'arrive pas encore à se démarquer et à, je dirais, à rendre nos élèves performants en matière de lecture, notamment parce que, comme vous l'avez très bien dit, la lecture est un peu la clé de toutes les compétences à développer par la suite. Et je pense que le point fort de ce travail, c'est d'abord à la fois le cadrage théorique, qui est très riche, bien varié, et qui fait un peu le tour de tous les concepts clés qui pourraient justement éclairer tout un chercheur, qu'il soit jeune ou bien confirmé, en matière de la didactisation de la lecture. Un cadrage conceptuel fait dans les normes, je pense, avec beaucoup de synthèse, beaucoup de confrontation. Un état d'art assez intéressant, quoiqu'il peut-être s'arrête sur des dates un peu antérieures. Il pourrait peut-être gagner en qualité s'il y avait d'autres recherches un peu récentes, avec des comparaisons peut-être à l'échelle internationale. Le deuxième point fort de ce travail, c'est le cadrage méthodologique avec beaucoup d'outils. Et beaucoup d'outils de recherche, l'observation, le questionnaire, etc. Et donc, analyse de contenu, etc. Donc, c'est très intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que chacun des outils a travaillé sur une hypothèse et des variables à part entière, chose qui me semble assez intéressante. Et peut-être par la suite, les collègues reviendront sur ce point. Autre point fort, c'est justement le dispositif de lecture que vous avez mis en place et par lequel vous avez essayé justement de vérifier d'abord un état de fait en termes de pratiques pédagogiques apprenantes et enseignantes en matière de lecture, et par lequel vous avez essayé justement de montrer à quel point les neurosciences pourraient être intéressantes dans le sens de quand même de marquer certains points en termes de performance de lecture. Alors je sais très bien que tout à l'heure mes chers collègues vont revenir sur ce que vous avez appelé recherche-action. Et donc je pense que c'est un terme qui mérite quand même un certain éclairage. En fait, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une recherche-action? Parce que le terme tel qu'il est conçu et tel qu'il est pensé, généralement il est opté dans des domaines bien précis, avec des objectifs bien précis, et notamment quand on parle de recherche-action, il y a souvent un commanditaire derrière la recherche et un prestataire. Et donc le commanditaire, c'est celui qui va demander à ce qu'il y ait une recherche et à ce qu'il y ait une intervention bien particulière par rapport à un problème bien particulier, ou bien pour le corriger, ou bien pour l'améliorer, ou bien pour améliorer une situation déjà existante. Et donc, bon, dans tous les cas, abstraction en fait du concept que vous avez utilisé, à savoir la recherche-intervention, ou bien la recherche-action, je pense que l'essentiel de votre cadrage méthodologique a pu tout de même vérifier les hypothèses que vous avez émises dans votre travail et qui, je rappelle, s'élèvent à 3. Peut-être autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est un peu les résultats. Et je pense que avec toute l'assurance que vous avez justement mené votre travail, il faudrait quand même relativiser un peu les résultats, parce que pour la simple raison, et je pense que c'est le cas pour toutes les sciences humaines et sociales, quand on travaille sur l'être humain,
notamment un élève qui peut changer d'une classe à l'autre, qui peut changer d'une situation didactique à l'autre, il faudrait tout de même relativiser les résultats sans être vraiment dans cette évidence confiante. Parce que dans tous les cas, quand on parle de pratiques pédagogiques, et ça vous savez mieux que moi, les pratiques pédagogiques, les pratiques enseignantes et apprenantes, quand il s'agit d'une situation didactique, chaque situation est à part entière. Même si l'on a les mêmes acteurs, même si on a le même contexte, forcément il y a des variables qui entrent en jeu et forcément il y a des changements qui pourraient d'une façon ou bien d'une autre influencer ou bien impacter les résultats. Donc, dans ce sens, il faudrait relativiser un peu les résultats pour que les jugements soient je dirais, plus modéré. Et c'est peut-être ça me ramène vers le deuxième point sur lequel j'aimerais aussi insister, c'est à quel point peut-être le travail pourrait être généralisé et généralisable, puisque vous parlez du contexte marocain. Je sais très bien que là aussi la remarque va être faite tout à l'heure. Vous avez fait l'expérience sur un certain nombre d'écoles. Déjà, 12 écoles, c'est déjà assez intéressant. Mais à quel point l'on pourrait justement généraliser les résultats et parler du contexte marocain, sachant que, et ça vous l'avez très bien dit dans votre travail, la spécificité du contexte. Bekin, c'est pas Oujda, Oujda, c'est pas Figuig, Figuig, c'est pas Rabat, Rabat, c'est pas Safi, etc. Et donc, dans tous les cas, il y a beaucoup de paramètres à prendre en jeu. Et je pense que ce qu'il faudrait peut-être mettre en évidence, ce ne sont pas les résultats eux-mêmes. Et là, je m'adresse notamment aux doctorants ici présents et peut-être aux futurs doctorants. Dans un travail de recherche, il ne faudrait pas trop insister sur le résultat. Il faudrait peut-être insister sur le processus qui a permis justement d'aboutir à ce résultat. Et je pense que le processus que vous avez adopté est assez intéressant et permet d'une façon ou bien d'une autre de justifier vos résultats, mais les résultats, il faudrait les relativiser et non pas trop les généraliser sur le contexte marocain. Parce que, vous l'avez très bien dit aussi, le contexte marocain est par défaut multiculturel, multilinguiste, mais aussi il y a beaucoup de variables qui entrent en jeu. Et donc, il serait très très difficile de prétendre à la généralisation des résultats. Alors, je pense avoir dit l'essentiel. J'ai essayé d'éclairer un peu le travail dans notre angle. Je rappelle que M. Mehimi quand même a consacré 6 ans à sa thèse. C'est vrai, il n'était pas très régulier dans son travail parce qu'à un certain moment, il avait des circonstances familiales un peu particulières. Et je pense que l'essentiel, c'est qu'il a pu tout de même, avec beaucoup d'assurance, venir au bout du chemin, un gouffre. Donc on voit aujourd'hui la lumière, enfin, pour vous dire, ça me soulage. À un certain moment, j'étais vraiment... donc je me doutais un peu, mais Dieu merci, alhamdoulilah, on a bien mené le chemin et je laisserai le soin justement de l'évaluation objective cette fois-ci à mes chers collègues. Madame la Présidente, merci encore une fois et je vous rends la parole. Réagir rapidement à ce qui a été évoqué par M. Donc, je pense que c'est Abdallah a toutes les compétences, toutes les qualités requises pour mener un travail de qualité. Ce qui lui reste à faire, c'est justement d'exploiter et d'investir toutes ses compétences et ses qualités. Je l'avais déjà mentionné à un certain moment, elle avait des circonstances familiales et je m'en rends compte que ces circonstances peut-être l'ont obligé d'être dans l'irrégularité du travail. C'est pour ça que vous avez senti une certaine interruption. Par la suite, vers la fin de la 6e année, il devait coûte que coûte ou bien déposer ou bien carrément laisser tomber. Et donc on a décidé de terminer malgré toutes les contraintes. Et je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux s'il n'avait pas toutes ses préoccupations et tous ses engagements professionnels qui l'ont emporté un peu sur le parcours académique. Et donc, il fallait peut-être faire un choix, ou bien, au moins, essayer de donner, d'équilibrer un peu les tâches de manière à ce que le parcours académique soit aussi mis en valeur
Et je pense que les remarques qui ont été formulées par les collègues, elles sont toutes pertinentes, toutes objectives. Vous aurez pu justement vous faire éviter beaucoup de ces remarques si vous aviez justement travaillé de manière régulière et de manière à vous donner beaucoup plus de temps à la recherche académique. Et justement, on sent que vers la fin, il y a un certain relâchement. Vous avez peut-être, vous étiez sous la pression du temps. Et bon, ce qui me rassure, c'est que vous avez quand même développé beaucoup de compétences et beaucoup de qualités qui vous seraient justement utiles dans la suite du parcours. Dans très peu de secondes ou bien de minutes, vous aurez votre doctorat, Inch'Allah. Mais c'est juste, comme viennent de dire les chers collègues, c'est juste un début. Donc là, il faudrait peut-être travailler davantage si vous voulez continuer dans le parcours de la recherche. Vous devez quand même fournir beaucoup d'efforts pour justement, et j'en suis complètement rassuré, fournir des travaux beaucoup plus performants, Inch'Allah. Donc, mais cela n'empêche bien évidemment de réitérer une certaine satisfaction, tout en vous souhaitant bon courage et bonne chance, et tout en réitérant mes remerciements à l'égard de mes chers collègues. Madame, je vous rends la parole. Oui, alors merci Monsieur Asmani pour... alors, je cède la parole, pas de remarques? Non, alors, je cède la parole à Monsieur Asmani pour réagir à l'ensemble des remarques qui ont été faites. Merci beaucoup. Alors, mes chers professeurs, les membres du jury, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, merci beaucoup pour toutes les remarques que vous avez soulignées. Je vous remercie beaucoup. Toutes vos remarques sont pertinentes. Je vais essayer de les prendre en compte dans une version développée et déposée. Alors, je voudrais interagir avec Monsieur Rachid pour répondre à deux petites questions. Pourquoi le travail avec la première année et non pas la troisième année et non pas la première année? Donc, j'ai voulu tester, si vous voulez, et évaluer les outputs de la méthode syllabique. On a commencé la méthode syllabique en 2018. Donc, l'expérimentation était en 2021. Donc, j'ai voulu, si vous voulez, tester comment les enfants, après 3 ans, comment ils sont devenus. Donc c'est pour ça que j'ai opté vers les enfants de la troisième année. Alors pourquoi on a exclu les enfants en situation de handicap? C'est seulement pour ne pas perturber les résultats. Donc une fois les enfants sont là testés parmi la population, donc ça pourrait fausser les résultats. C'est pourquoi on a opté vers, si vous voulez, exclure ces ces enfants pour avoir des résultats un peu objectifs et pour neutraliser quelques paramètres, quelques variants. Alors, une autre question a été soulevée par monsieur. Pourquoi quelques termes figurent dans la troisième partie, par exemple la partie théorique. Donc j'ai travaillé, maintenant j'emprunte un exemple qui a été hier dit par M. Tigini. Il m'a dit qu'un chercheur, c'est comme un mécanicien, à chaque fois il a besoin d'un terme, donc il va le chercher. Donc lorsque je suis venu sur la troisième partie, donc il a fallu faire une analyse. Donc à chaque fois j'avais besoin d'une terminologie ou bien d'un terme, je vais le chercher dans la partie théorique. Donc c'était un va-et-vient entre pratique et théorique. Donc j'ai opté vers cette, en concertation avec Mohamed Tabet. Et je vous remercie infiniment pour toutes vos remarques. Je vais les prendre en considération. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Je retire. Voilà, donc on va se retirer, on reviendra dans quelques minutes. Voilà. نديرو هذا ولا بلاش؟ صحيت
يلا صراحة ما هذا الشيء. قرار أعضاء لجنة المناقشة بنتيجة مناقشة الطالب الباحث مريمي عبد الله في موضوع l'enseignement apprentissage de la lecture à langue des neurosciences vers une adaptation didactique de la méthode syllabique dans le contexte scolaire marocain بعد إجراء المناقشة من الساعة 4 زوالا إلى الساعة 6:30 مساء، وذلك يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 بقاعة المحاضرات بمقر الكلية. اختلت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذة رحو رشيدة للمداولة. وبعد المداولة فإن اللجنة المكونة من السادة الأساتذة الدكتورة رحو رشيدة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وجدة رئيسا ومقررا، الدكتور القنبور رشيد كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة مقررا، الدكتور بن علي مراد المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وجدة مقررا، الدكتور عثماني محمد المدرسة العليا للتربية والتكوين وجدة مشرفا. قررت منح الطالب مريمي عبد الله الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية تكوين دكتوراه سيونس دو ليدوكاسيون، تكوين دكتوراه لغات ثقافات وتواصل، تخصص سيونس دو ليدوكاسيون et communication avec félicitations du jury. وبميزة مشرف جدا.
سلام على رسول الله لا جاء إلا جاء سيدنا محمد اللهم عجل نحسن نصغروا سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ويلا بلاك الله بها ويلا بلاك الله بها رمق مالي وغالي هلك تبحروا فيها هلك تبحروا فيها الله 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 وانا راقد في منامي وإلى الله وقفوا علي وإلى الله وقفوا علي قالوا لكم يا النايم تذكر الله الدايم تذكر الله الدايم الله 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 طلع نهار على القمر ولا يدوم إلا ربي وما يدوم إلا ربي الناس زارت محمد ونسك لي يا قلبي ونسك لي يا قلبي الله 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 يا سعد قومي بالله فازوا يا سعد قومي بالله فازوا الله ولم يروا في الورى سواه الله ولم يروا في الورى سواه الله الله لا إله إلا شفيعنا رسول الله سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شفيعنا رسول الله صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.